Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Selon Vladimir Jankélévitch, on peut vivre sans philosophie, mais pas si bien. Le philosophe a donné lieu à bien des réflexions, notamment sur sa vision du bonheur, qu'il enseignait à ses étudiants à la Sorbonne en leur rappelant à la fin de ses cours « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps ». Il nous a transmis la beauté de la fragilité de notre bien-être et une certaine idée de profondeur de la conscience du moment vécu qu'il faut accueillir dans sa singularité. Pour en parler, mon invitée du jour est professeure au Conservatoire national des arts et métiers, professeure associée à l'École des mines de Paris et directrice de la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. Elle a publié de nombreux ouvrages et son dernier, intitulé « Un été avec Jankélévitch » aux éditions des Équateurs Humancis, se penche sur ces notions d'une philosophie pour mieux vivre. J'ai le grand plaisir de recevoir Cynthia Fleury. Bonjour. Bonjour. Alors commençons tout de suite par du concret, peut-être par du basique. Si on reprend l'expression de Jankélévitch « on peut vivre sans philosophie mais pas si bien », qu'est-ce qu'on rate de la vie sans y apporter une touche de philosophie ? Alors, si on suit la formule de Jankélévitch, on rate rien et en même temps tout. Donc, on rate en fait ce qui fait sans doute la profondeur d'une vie. C'est-à-dire que lorsqu'il dit, voilà, on vit mais pas si bien. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, ça serait la différence entre ce qu'on pourrait appeler la vie biologique, la vie nue, dirait Agamben ou Benjamin, la vie simple, mais c'est presque trop joli pour dire la vie biologique. Et puis la vie, l'identité narrative au sens de Ricoeur, cette vie-là, elle a besoin de philosophie, elle a besoin de musique, elle a besoin de comprendre que l'apparence des choses, c'est aussi une partie de l'être des choses. Donc voilà, c'est ça qui est posé quand Jankélévitch parie sur la nécessité vitale de la philosophie. Est-ce que ça nous touche, nous, en tant qu'êtres pensants, au point de toucher même l'identité d'une subjectivité, par exemple ? Ah oui, c'est-à-dire que, bien évidemment, puisque, en fait, on est indissociable de notre pensée, de toute façon. Et donc, bien évidemment que la philosophie serait une sorte, je ne vais pas dire d'hygiène de la pensée, mais serait la manière avec laquelle la pensée se développe le plus excellemment possible, etc. Et donc, nécessairement, ça vient nous constituer. Puisque nous avons besoin de la pensée comme nous avons besoin d'eau. Et donc, nécessairement, à ce moment-là, on a besoin de philosophie comme on a besoin d'eau. Donc, je crois que c'est ça qui souligne, c'est-à-dire que bien sûr, on peut vivre sans philosophie. Mais en fait, non. Dès qu'on se pose 2 secondes, on se dit, mais on va passer à côté de la qualité de la vie, du fait qu'un être, si il ne se met pas dans la situation de s'offrir la possibilité d'une interrogation et sur lui-même, et sur le monde, et sur ce qu'il pense, etc., c'est-à-dire de se mettre en situation méta, s'il rate cette occasion-là, en fait, il rate pas mal de choses. Donc, c'est ce point de vue méta qui donne de la profondeur, de la densité au monde. En tout cas, c'est la proposition de Jankélévitch.
Alors, est-ce qu'on peut vivre sans Jankélévitch ? Pourquoi, justement, ce livre maintenant dans votre carrière ? Est-ce qu'il vous a apporté, justement, une position méta de la position méta ? Quelque chose qui permettrait une sorte de vision très macro de la réflexion ? Est-ce que c'est un petit plus de vie qu'il apporte dans sa philosophie ? Alors, c'est particulier parce qu'un été avec, c'est quelque chose qui... c'est une collection qui, maintenant, est un rendez-vous. C'est pas des matinées de printemps, c'est des matinées d'été qui sont pensées par France Inter et les éditions Équateur, et qui ont commencé avec Montaigne, De Compagnon, Machiavel, Boucheron, Tesson qui a fait Homère, Rimbaud, Compagnon qui en a fait plusieurs d'ailleurs, Pascal, etc. Une espèce de rendez-vous qui est posé maintenant depuis une dizaine d'années. Donc c'est quelque chose que bien évidemment je n'y ai pas pensé. C'est venu à moi, ça m'a été proposé. Je connaissais très bien cette collection, et ça fait partie de ces livres qui ne sont pas pensés d'abord par l'auteur, qui sont pensés par le réel qui entoure. Et c'est toujours particulier parce que moi j'avais toujours refusé une sollicitation, si j'ose dire. Puis celle-là, ça me paraissait compliqué de dire non pour plein de raisons, parce que c'était un exercice très différent, radiophonique d'abord. Immédiatement, moi j'ai proposé Jankélévitch. Et puis il a été finalement accepté. Il y a eu une petite bagarre, enfin pas une bagarre, mais voilà, il a fallu défendre l'oiseau. Mais c'est vrai que moi j'ai défendu Jankélévitch parce qu'en revanche, le compagnonnage avec Jankélévitch, chez moi, il existe depuis un certain temps. Il a traversé différents de mes ouvrages, et notamment La fin du courage, Les irremplaçables, etc., mais même avant. Même dans Métaphysique, il y a des choses sur Jankélévitch. Donc, pour le coup, il avait une place dans mon panthéon personnel. C'était un auteur clé. Et comme il fallait un lien familier, et pas... voilà, parce que ce livre, c'est l'histoire d'un binôme, en fait. À chaque fois, c'est un auteur et un autre aîné, un aîné, entre guillemets, et puis on se met dans les pas du maître, et on essaye de transmettre la philosophie du maître. Donc j'étais très heureuse de pouvoir faire ça, et avec cette petite différence par rapport aux autres livres de la collection, c'est que j'avais un matériel archive très conséquent, parce que c'est un auteur contemporain, et on avait énormément d'enregistrements télévisuels, radiophoniques, etc. Et donc on pouvait, mais même des enregistrements qui étaient faits en Sorbonne par les élèves, on entend les élèves qui font hi comme ça, et on entend le stylo enfin même la mèche et tout, enfin bref. Donc ça, c'était assez plaisant de tout d'un coup pouvoir faire une place aussi à l'oralité de Jankélévitch, et pas simplement ses livres. Alors justement, en parlant d'oralité, on sait les ouvrages que vous avez écrits, notamment sur les outils de la régulation démocratique. Juste avant cet ouvrage, vous vous penchiez avec Antoine Fenoglio sur le rapport de l'art et de la philosophie, en lien avec le domaine de la santé, mais d'un point de vue quasi utilitaire, dans votre ouvrage « Ce qui ne peut être volé ». D'ailleurs, je conseille à tous nos auditeurs d'aller écouter le très bel interview que nous avons fait pour la Journée mondiale de l'art à l'UNESCO, sur le site de l'UNESCO. En quoi la pensée de Jankélévitch vient toucher à votre réflexion plus globale sur la condition humaine ? Il y a plein de choses, parce que, si vous voulez, d'abord, Jankélévitch, c'est je vais le dire de manière désordonnée, mais d'abord, c'est un grand penseur de la condition temporelle de l'homme. Donc, tous ceux qui s'interrogent sur qu'est-ce qui fait un homme, le sens de la finitude, la question de l'irréversibilité des vies, et d'une certaine manière de la fragilité, de la vulnérabilité de ces vies, et en même temps comment c'est justement par ce biais de l'hypervulnérabilité, cette irréversibilité, qu'on tente de saisir un kairos, la matinée de printemps, c'est ça, chez Jankélévitch, c'est-à-dire que derrière tout rapport au temps, il y a en fait une philosophie de l'action, il y a une éthique
de l'engagement. Il le dit souvent, il dit le rapport au temps n'est pas dogmatique, hein, il est en fait éthique, il est moral, c'est séance tenante, il est sérieux au sens de, voilà, c'est maintenant. Il faut saisir cet instant. Donc déjà, c'est une grande morale, et c'est une morale qui est aussi une métaphysique, on le voit, mais c'est aussi une esthétique. Alors une esthétique qui est... c'est peut-être la part la plus éloignée pour moi de Jean Kelevitch. C'est un musicologue, en tout cas un grand spécialiste de la musique, et c'est vrai que c'est assez éloigné de moi. Je suis plutôt un grand partisan du silence, mais voilà, en tout cas il a cherché à dire quelque chose de la philosophie en règle générale par sa compréhension de ce qu'est la musique, et donc de la capacité qu'a la musique à dire l'indicible, l'ineffable, etc. Mais c'est aussi un grand penseur de l'histoire, donc pas que de l'éthique ordinaire du courage, mais de l'éthique de l'engagement, de l'histoire avec un grand H. C'est toute la question de la Deuxième Guerre mondiale, c'est toute la question de la résistance, c'est la question, bien sûr, de cette grande notion de l'imprescriptible et comment on est constitué par... à un moment donné, un rapport à ce qui a été et qui ne doit jamais passer, c'est-à-dire qui ne peut jamais s'écrire au passé, qui vient nous constituer, si vous voulez, pour construire le futur. Bref, c'est tout ça, Jean Kelevitch, et avec l'air de ne pas y être, parce qu'il est pas lourd, il a une écriture qui, moi, je suis très très sensible à la stylistique. Pour certains, c'est insupportable, mais moi, c'est une écriture qui me fait penser, parce que je vois la pensée en acte, je vois le tissage. Donc, c'est tout ça, Jean Kelevitch. Et voilà, donc un auteur très 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 humain, des grands cours, aussi, parce que on a la chance de pouvoir accéder à ses cours en Sorbonne aussi, à beaucoup de choses, à sa correspondance. Un auteur assez complet. Un auteur assez complet et assez limpide. On voit la passion que vous avez d'en parler. Pour vous, Jean Kelevitch, vous l'avez découvert comment? Et quand est-ce que vous avez compris, en fait, cette espèce de radicalité qu'il va jouer dans votre propre vie? J'ai découvert je devais être sans doute en Cagne ou quelque chose comme ça, pas nécessairement avant, j'ai pas un souvenir, donc je dois avoir 18 ans, en Cagne, 18 ans. Et donc je découvre Jean Kelevitch. J'ai dû le découvrir avec plutôt le texte de La Mort, et puis le Je ne sais quoi et le presque rien. Bien sûr. Et dans le Je ne sais quoi et le presque rien, ce qui m'a frappé d'abord, c'est la radicalité d'une écriture autour d'un grand concept. Hein. Le Je ne sais quoi, c'est un grand concept porté par le XVIIe siècle, qu'on trouve dans différents grands auteurs, et qui a été vraiment, qu'on peut trouver chez Montesquieu, qu'on peut trouver même chez des auteurs anglais, etc., Hume, enfin que sais-je, bien sûr chez Gracian, jésuite, enfin donc il y a toute une historiographie de ce concept du je ne sais quoi, et puis tout d'un coup il l'attrape et il le bien évidemment, il est l'enfant de ça, mais il vient lui donner sa coloration contemporaine. Et moi, pour le coup, ça m'a beaucoup parlé de faire un livre sur le je ne sais quoi et le presque rien. J'ai trouvé ça d'une très grande radicalité. Alors, les uns et les autres diraient sans doute que non, la radicalité, c'est un coup de pied dans les fesses. Mais moi, je trouvais ça beaucoup plus transgressif de faire des livres et des livres sur le je ne sais quoi et le presque rien. Donc, après, c'est des histoires de sensibilité, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est d'emblée, dans mon travail sur la métaphysique de l'imagination, le je ne sais quoi, ça avait toute sa place. Dans Métamorphose, on aime bien avoir des outils concrets à mettre en pratique pour nos auditeurs. Que pourriez-vous nous dire de certains concepts, comme celui de prime ultime ou le fait d'être heureux en enfer, par exemple, que Jean Kelevitch met en exergue pour mieux vivre notre présent? Bon, alors le prime ultime, c'est tout simplement ce néologisme qu'il a forgé pour dire la nature substantielle de l'instant.
chaque instant est le premier et le dernier de son espèce. Voilà, là, hop, il y a un instant qui vient de passer, puis il est fini. Alors heureusement, on ne vit pas tout le temps avec ce caractère d'irréversibilité des instants, mais c'est pourtant ce qui se passe. Nos vies sont finies et l'instant qui vient de passer ne sera plus. Et donc c'est une invitation à se saisir malgré tout de la nécessité de s'engager dans notre vie, parce que ce qui vient de passer, de fait, ne pourra pas être repris. Donc c'est pas seulement contemplatif, c'est vraiment vers l'action. Voilà, c'est une éthique de l'action, il y a un caractère solennel, une manière d'être au monde, donc ça c'est... voilà. La matinée de printemps, c'est plein de choses, c'est aussi tout simplement l'humilité d'une matinée de printemps, de savoir se nourrir. Vous parliez d'être heureux dans l'enfer, etc. Il a raconté souvent cela, comment il était mis à mal, entre guillemets, aussi par la puissance de la vie. C'est-à-dire que oui, tout le monde peut faire cette expérience de traverser les pires affres, et notamment lui, la Seconde Guerre mondiale, et puis le nazisme, etc. Et puis tout d'un coup, alors même que l'on va vers, je sais pas, qu'on essaye d'aller rencontrer un résistant ou que sais-je, bon, donc on est vraiment au cœur du danger, bah, tout d'un coup on chope un rayon, on chope une brise, on entend un oiseau et on se dit, mon Dieu, on est touché par la vie, la beauté de la vie, un reflet, que sais-je, rien. Et tout d'un coup, on est heureux ou tout simplement une amitié, que sais-je. On fait tout le temps l'expérience de ça, c'est-à-dire de ces ambivalences. Le bonheur, ce n'est pas simplement le plein. Le bonheur, c'est la joie dans le malheur, c'est-à-dire la possibilité à un moment comme ça de se saisir d'une respiration, d'un souffle, et de pouvoir recommencer, commencer, de pouvoir aller vers le courage. Il parlait de vertu incoative du courage, c'est-à-dire, voilà, ça nous fait commencer. Donc, Jankélévitch, il raconte tout ça. Il raconte comment un rien, d'une certaine manière, ce qui est assez intéressant d'ailleurs avec le monde d'aujourd'hui, parce que nous allons devoir redécouvrir la sobriété. Mm-hmm. Et c'est pas un terme qu'on trouve chez Jankélévitch, mais en fait, le je ne sais quoi, le presque rien, c'est de la sobriété. Bien sûr. Hein, c'est pas autre chose que ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, de pouvoir se nourrir d'un je ne sais quoi. Il le dit souvent d'ailleurs, pour saisir le je ne sais quoi, il n'y a pas besoin de luxe, il n'y a pas besoin des joyaux et des diamants et des îles paradisiaques. Non, ça peut se jouer à Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, on sera plus sûr, sous la pluie et tout, de saisir un je ne sais quoi, parce que tout d'un coup, on va, je sais pas, entendre une mélodie derrière un zinc, un toit, voilà. Donc c'est tout ça, Jankélévitch, c'est beaucoup d'humilité, de profondeur, d'appel à la vie. Oui, d'ailleurs, il parle même de paradoxologie, puisque vous le dites également, c'est une philosophie qui accepte de réunir ces paradoxes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un philosophe du bonheur? Puisque d'une certaine manière, il nous fait comprendre, comme vous le disiez, que le bonheur peut être aussi vécu en creux, c'est-à-dire peut être une surprise, en fait, dans le malheur. Oui, je pense que c'est pas un terme qu'il aurait nécessairement repris. Il aurait plutôt parlé de joie. Alors, quelle est la différence entre la joie et le bonheur? La joie, c'est que la joie est possible dans le malheur, si vous voulez. Et que le bonheur, d'emblée, on ne se dit pas que le partenaire premier du bonheur, c'est le malheur. On se dit, écoutez, choisissez votre camp. Soit c'est le bonheur, soit c'est le malheur. Bon, le soi-soi, c'est pas possible. Chez Jankélévitch, tout est paradoxe, tout est ambivalence. Ça peut être des malentendus. Donc, tout est contradiction. Pourquoi il aime tellement la musique, c'est parce que, justement, elle ne se contredit jamais. Et si vous écoutez un morceau, vous allez me dire, oh là là, mon Dieu, c'est terriblement mélancolique, alors que moi, je dis, pas du tout. Enfin, c'est la joie qui s'élance. Et nous aurons raison toutes les deux. Parce que tout est possible, tout peut s'entendre. Donc ça, cette différence, c'est un enfant de Bergson, c'est un héritier de Bergson. Et là aussi, chez Bergson,
la réalité de l'élan, de l'élan créateur, etc., c'est la joie. Donc la joie, c'est ce suspense, c'est cette possibilité, si vous voulez, de croire qu'un autre monde est possible dans l'horreur. C'est ça la joie. Alors, est-ce que vous êtes une philosophe joyeuse? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous vous laissez surprendre et que vous acceptez de vivre alors que vous étiez en pleine écriture, à moins que ce soit l'écriture qui vous procure le plus grand des bonheurs? Mais est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous ne vous attendiez pas et tout d'un coup, il y a une sorte de, je sais pas, d'éclair de conscience qui vous fait justement ressentir une joie intense? Oui, il y a plein de moments de joie. On peut avoir des joies parce que tout d'un coup, on saisit un concept. Et on se dit, ah, tiens, par là, il y a un chemin possible de problématisation, de concepts, etc. Les choses, tout d'un coup, font sens. On voit une espèce de petite architectonique dans sa tête. Et ça, c'est un moment de joie. Mais les moments de joie, ça peut être tout simplement ce que vient de dire Jean Kelevitch. Si on est sensible à la chaleur d'une brise, à un vent au contraire un peu frais, que sais-je, à une lumière. Donc il y a des choses très élémentaires, c'est très bachelardien, mais les joies, elles surgissent comme ça. Mais la joie, c'est aussi un partage. On parlait de la charte du Verstollen avec Antoine. Quand Antoine Fenolio, on discute autour d'une question, ou d'autres collègues, voilà, il y a très 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 souvent de la joie, parce que c'est ou avec des étudiants, ou avec des doctorants, que sais-je. Il y a toujours heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait un peu douloureux. Donc la joie, elle est, oui, elle est partout. Donc oui, je suis plutôt, ça arrive très très souvent, heureusement, dans une journée, d'avoir des petits moments comme ça, de grâce, de suspens, de possibilité à un instant T de s'extraire du régime, de la finitude, du réel, de la réalité sociale, de l'horreur, etc., etc. Donc joie intellectuelle et puis joie corporelle aussi. Il parle du pardon. Là aussi, c'est on va dire, une notion qu'on retrouve notamment en psychologie positive. Et pourtant, il est résistant à ce pardon qu'il dit sublime. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, parce que je pense sincèrement, c'est un philosophe il a écrit un grand traité des vertus, il a mis 15 ans avant et après la guerre pour finir ce traité, et bien évidemment, dans ce traité, il vient peindre avec une délicatesse infinie toute la cartographie des vertus, et on se dit, mon Dieu, c'est le plus vertueux d'entre nous, et la charité, la gratitude, enfin vraiment une palette, la générosité, etc. Et c'est vrai que logiquement, il devrait être le philosophe du pardon, de l'inconditionnalité du pardon, et il peut le revendiquer théoriquement, mais en fait, non. C'est un auteur qui a posé la question, pour dire rapidement, une des querelles en philosophie morale, c'est la question de l'impardonnable. Est-ce que le pardon s'érige à l'aune de l'impardonnable, ou est-ce que le pardon est constitué par le fait que précisément tout n'est pas pardonnable? Bon, voilà, donc il y a des thèses qui s'affrontent sur cette conditionnalité ou sur cette inconditionnalité du pardon, constitutive de l'essence du pardon, parce que si effectivement je ne pardonne que le pardonnable, oui, c'est quoi ce pardon? C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Donc en fait, on ne peut pardonner que l'impardonnable. Bon. Donc on voit très bien, théoriquement, l'aporie qui est structurelle de cette question du pardon. Et en même temps, avec toute l'humilité et la colère, et aussi une forme d'amertume qui est la sienne, étonnamment, il racontera que non, il y a des points sur lesquels il y a la notion de l'imprescriptible, mais qu'il y a encore autre chose. Mais il y a des points où il n'arrivera pas à pardonner, et notamment, en l'occurrence, aux Allemands. Il ne dit pas aux nazis, il dit aux Allemands. Donc on voit très très bien qu'il y a un point d'indifférenciation où tout d'un coup, ce qu'il a vécu pendant la guerre vient rendre impossible une certaine faculté de discernement.
puisqu'il se séparera de la philosophie allemande alors qu'il est l'enfant de la philosophie allemande. Il fait sa thèse sur Schelling. Puis même, je veux dire, il n'y a pas un philosophe qui peut être philosophe sans être l'enfant des Lumières allemandes, et puis même tout simplement de la philosophie allemande. La musique, pareil, il refus absolu, refus de se rendre en Allemagne. Bref, et toute sa vie, il a été extrêmement vilipendé, moqué, parce qu'il y avait une forme de radicalité et surtout de faculté de discernement à l'arrêt, d'une certaine manière, parce que ça a peu de sens pour un philosophe que de se séparer de la philosophie allemande, de la musique allemande, des Allemands. On voit très bien comment chacun d'entre nous, on doit à tout jamais critiquer le nazisme, mais qu'on ne peut pas se permettre, en tout cas en tant que philosophe, de faire un tel geste d'indifférenciation totale. Mais voilà, c'était ainsi, je pense qu'il le savait, et en même temps... pour lui, c'était important, sans doute comme une fidélité à lui-même, une fidélité à une certaine colère, à un refus absolu de céder devant cette ignominie qu'avait été le nazisme et l'antisémitisme. Donc pour la mémoire des disparus des camps de concentration. Pour la mémoire des disparus, parce que le pardon est mort dans les camps de la mort, disait-il, et donc il était hors de question qu'un vivant se permette de laisser croire à une quelconque réconciliation avec cela. Et pourtant, à la fin de sa vie, il va un peu évoluer vis-à-vis de ça. À la fin de sa vie, il va accepter... d'abord, il va recevoir une lettre de Wiard Raveling, professeur de français, enseignant allemand, qui lui envoie une très très belle lettre en lui disant, vous savez, moi je suis né après-guerre, c'est pas mon histoire, mais en fait si, c'est mon histoire, et moi je vous demande pardon parce que je porte ça comme un deuil infini, et d'une certaine manière je suis d'accord avec vous, et donc je tenais à vous le dire. Et donc ça va le toucher profondément parce qu'il avait sans cesse dit, mais est-ce que les Allemands nous ont demandé pardon ? Est-ce que mes collègues philosophes allemands m'ont demandé pardon, etc. Pas moi, mais bon. Et il disait, voilà, le Deutschmark se porte bien. On s'en sentait que c'était, voilà. Donc, et Wiard Raveling lui envoie cette lettre, il est extraordinairement touché, et donc ils vont se rencontrer. Et il ne va pas accepter d'aller le rencontrer en Allemagne, mais il va accepter de le rencontrer à Paris, chez lui. Et donc, Wiard Raveling viendra. Et donc, on sent bien que cette rencontre-là, non pas apaise, parce que ce n'est pas l'enjeu. Il dira d'ailleurs, je suis trop vieux, moi. Je suis trop vieux, je suis trop vieux pour commencer une nouvelle histoire. Mais je pense que il portait, lui, cet impossible pardon, mais il n'en faisait pas une obligation pour d'autres. Voilà, ça racontait l'endroit où il était émotionnellement. Et c'était sa manière de dire à tout jamais son refus de faire un pacte avec l'ignominie du XXe siècle qu'avait été le nazisme et l'antisémitisme. Alors, dans son traité des vertus, il fait une place de choix au courage, vous aussi, puisque vous avez même écrit un livre, La fin du courage. Est-ce qu'il a un secret pour nous aider à avoir plus de courage ? Le secret, c'est d'abord d'avoir peur. Donc, c'est ça qui est sympathique avec Jean Kelevitch, alors que souvent, on fait du courage l'opposé de la peur. En fait, c'est pas l'opposé, c'est ce qu'il appellerait un organe obstacle chez Jean Kelevitch. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas courageux. Donc, de toute façon, tous les courageux passent par la peur, sinon c'est des fous. C'est de l'hubris, c'est des orgueilleux, c'est des insensés, que sais-je. Mais enfin, c'est pas des courageux. Donc, de toute façon, le passage, c'est par là. Avoir peur, c'est le bon passage pour le courage. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et ensuite, c'est une action réflexive. C'est une position méta, malgré ce que l'on croit. Alors, ça ne veut pas dire que ça va plus vite que soi.
on n'a pas besoin, si vous voulez, de faire des discours sur le courage. Mais malgré tout, c'est une manière de se positionner dans le monde, donc c'est quand même un acte de la raison. C'est un acte pensé. Et chez Jankélévitch, ce qui est intéressant, c'est que le sujet ne précède pas le courage. Et ça aussi, c'est assez contre-intuitif. C'est le courage qui crée le sujet. Et donc, en gros, il le dit, généralement, on est très dans le « on » qui n'est personne. Voilà, donc là... alors là, non, parce que nous essayons d'être investis dans le moment que nous vivons, mais souvent, dans la vie de tous les jours, on est en conduite un peu automatique. Bien sûr. On n'est pas vraiment là, ou on est plusieurs, ou on est personne, enfin bon, bref. Et puis tout d'un coup, on va faire un acte courageux, et là, choum, il va y avoir une cristallisation, il va y avoir un effet de subjectivation. Ce sera ça notre sujet. Et c'est pour ça qu'il parle de cogito du courage. Et voilà, c'est pas je pense donc je suis, mais c'est je suis courageux, donc c'est bien que je suis. Voilà, c'est bien je viens de rencontrer le sujet que je suis par cette éthique du courage. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que il n'y a pas de sujet sans cette action-là, d'ultra-cohérence aussi entre un dire, un faire, et pas un dire qui se satisfait de ne pas faire. Mmh. Mmh. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, le courage, et c'est une éthique de l'ordinaire. C'est pas une éthique de l'extraordinaire. Il dit également aussi des choses que je trouve très justes sur tous ceux qui peuvent dire oui, il faut défier l'impossible, etc. Oui, Jankélévitch, il dit écoutez, faites déjà ce qui est possible, parce que vous allez voir, c'est déjà immense. Et pas besoin encore une fois, de se la raconter. Faites tout ce qui est déjà possible. Et déjà, si vous êtes à ce rendez-vous du possible, c'est bon. Je veux dire, on sera déjà au rendez-vous du courage. Donc voilà, c'est un philosophe de la morale qui est pas du tout dans la grandiloquence, et qui est, d'ailleurs il le dit, inutile d'être tragique, il suffit d'être sérieux. Vous voyez, c'est toutes ces petits... Enfin bon, il avait un style inimitable, et c'est vrai que, bon, là aussi, il a été très très dur contre Sartre, contre Merleau-Ponty. Il a raconté sans cesse et sans cesse, quand il a formulé cette expression de oui, il y a ceux qui s'engagent à s'engager. Bien sûr. Très clairement, il pensait à une certaine catégorie de philosophes, Sartre, Merleau-Ponty, etc., versus Canguilhem, lui, Cavaillès, enfin bref, quantité d'autres philosophes qui, le jour J, n'avaient pas répondu écoutez, je suis en train de faire ma thèse. Non, ils y étaient allés. Oui, donc il y a une vraie volonté d'engagement dans les actes du quotidien que revendique Jankélévitch. Il y a un séance tenante, et le séance tenante, c'est ici et maintenant. Et donc, je ne délègue pas à autrui ce qui est à faire, reste à faire, dit-il en plus, donc c'est assez laborieux, mais aussi cette chose qui est à faire, c'est à moi de la faire. Donc, moi, quand j'ai écrit Les Irremplaçables, c'était aussi pour rappeler à quel point chacun d'entre nous avons besoin de faire vivre cette irremplaçabilité, non pas comme un geste mégalomaniaque, du tout, mais justement parce que il se joue la question de la subjectivation, c'est-à-dire que si je ne fais pas surgir cette irremplaçabilité, ce fait que ce qui est à faire, c'est à moi de le faire, je passe à côté de la possibilité de devenir sujet, ce qui est quand même un peu problématique. Bien sûr, donc accepter cet être au monde qui est unique, exact, de pouvoir prendre sa place dans l'ici et maintenant. Oui. Et après, en revanche, dans l'ici et maintenant, c'est vaste, l'ici et maintenant. L'ici et maintenant, à un instant T de synchronicité avec l'histoire, avec un grand H, ça peut être le rendez-vous avec la guerre, ça peut être le rendez-vous avec la résistance, ça peut être, etc. Mais à d'autres moments, ça peut être quantité d'autres choses. Et surtout chez Jankélévitch, où pour lui,
voilà, une action ne vient pas en dévaluer une autre. Il était à la fois capable, à l'instant T, de faire des tracts, de passer des informations, etc. Et puis en même temps, il poursuivait aussi ce qu'il était, c'est-à-dire un philosophe, un enseignant. Voilà, et donc le traité des vertus, il a été écrit avant et après la guerre, mais aussi dans les interstices. Comme ça. Oui, on comprend bien l'être au monde et puis l'être à autrui. Alors je vous cite, pour connaître un auteur, il faut découvrir et maîtriser ses concepts, bien sûr, son style, mais il y a dans l'œuvre des points pivots, parfois invisibles, parfois explicitement référencés, des maîtres noms, pourrait-on dire, dans le sens d'un long professorat assumé et qui n'a peut-être existé que mentalement. J'ai nommé tous ceux qui inspirent le penseur, s'avèrent déterminants pour lui. Alors on vous retourne la question. Quels sont ceux qui vous inspirent, Cynthia, et qui sont déterminants pour vous ? Oh là, il y en a beaucoup. Donc, notre camarade Jean Kelevitch, bien sûr. Kant a été très important. Et pourtant, vous voyez, Kant, il est assez peu présent dans ma philosophie. Et pourtant, il a été sans doute une entrée dans la philosophie. Où vraiment, c'était extraordinairement lumineux. Et la critique de la raison pure, etc. C'est un texte qui, moi, a changé ma vie, littéralement. Alors que pourtant... il est pas venu, dans métaphysique, si, dans le sens où il y a toute la question de l'imagination transcendantale, etc. Mais voilà, je ne suis pas devenue une référence kantienne, c'est pas du tout. Donc, mais pourtant, il a été déterminant. Foucault, mais beaucoup les poètes sont très importants. Ils m'inspirent. Rilke a été déterminant, mais d'autres aussi, Reverdy, que sais-je. Proust a été déterminant, sans doute Dostoïevski. Enfin bref, moi j'ai été constituée quand même par la littérature. Je pense que c'est ce qui vraiment m'a nourrie extraordinairement. Et après, en philosophie, Plotin, les Énéades, absolument déterminant. Voilà, enfin bref, il y a beaucoup d'auteurs qui viennent, et puis surtout, ça ne s'arrête jamais. Donc c'est toujours un bonheur. Et puis je parle même pas de... Là, j'ai parlé essentiellement de ceux qui nous ont précédés et qui sont morts, mais les collègues, l'instant T des philosophes, des anthropologues, la tour des Scola, si aujourd'hui, mais plein de collègues qui travaillent sur des sujets connexes. Je pense à Sandra Logier, mais je peux en citer plein. Tourette Turgis, que sais-je, enfin, il y en a plein. Donc et pas que des philosophes d'ailleurs. Des sociologues, donc j'ai écrit, quand j'ai rencontré ma collègue Anne-Caroline Prévost, chercheur muséum, on a fait 2 livres ensemble, ça a été un point très important. Donc le parcours d'un enseignant-chercheur, il est aussi constitué par la collégialité, comme ça, qui se met autour de lui, de manière informelle, et avec laquelle, comme ça, tous les jours, on interactionne, que ce soit de manière très concrète, séminaire. Là, j'étais à Cerisy avec mes collègues de l'école des mines autour d'un grand colloque autour de Armand Hatchuel. Et c'était génial, et c'était sur la théorie de la conception, et moi sur la générativité du vulnérable. Bon, bien évidemment que voilà, et ça n'arrête jamais. Et c'est ce qui stimule la pensée. C'est ce qui stimule, voilà. Il y a pas, en fait, il n'y a pas de science, et en l'occurrence pour moi de sciences humaines et sociales, sans cette communauté des enseignants-chercheurs. C'est constant. Donc pas de cloisonnement. C'est vrai que vous citez Plotin, par exemple. C'est un philosophe qui est quand même assez ardu. Moi, je me rappelle les hypostases que j'ai aussi découvertes en Cagne. C'est vrai que c'est on va dire, de la philosophie qui demande une vraie rigueur, une vraie discipline pour comprendre ce que n'a pas Jean Kelevitch, qui a un côté presque plus poétique. Est-ce que vous pourriez dire que c'est un philosophe poète ?
Ah oui, on pourrait dire ça, parce qu'il a une telle stylistique, et puis il a cette... comme les poètes, si vous voulez, son instrument premier, c'est l'écriture, au sens où on sent que tous les auteurs font ça, mais plus ou moins. Lui, il cherche, hein, vraiment, il a son stylo, sa pensée, on voit bien que il procède comme ça, par cercle, et il se rapproche, et c'est vrai qu'on entre dans son écriture, et puis parfois même on a un sentiment de boucle, voire de contradiction, voire d'aporie, etc. Mais c'est ça la manière pour Jankélévitch de penser. Donc oui, il peut avoir et puis il a une inventivité, hein, des concepts, une liberté par rapport à ça. Donc, il est très mélodique, comme la musique, quoi. Si vous voulez, il essaye d'attraper l'ineffable. Pas rien quand même d'attraper l'ineffable. Et il y réussit? Oui, il y réussit, je crois. Je crois que c'est... Alors après, si vous voulez, hein, il insupporte certains, hein, sans doute, hein, parce que c'est toujours... voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert l'écriture de Jankélévitch, il y avait un sentiment de fin d'exil. C'est-à-dire que tout d'un coup, à un moment donné, voilà, le sentiment que là, ça s'arrête. L'exil s'arrête enfin, quoi. Il y a une terre commune. Qu'il a mis des mots sur... Voilà, il a mis des mots sur la possibilité d'une terre qui n'est pas circonscrite, donc qui est, un je ne sais quoi, mais tout d'un coup, un sentiment de fraternisation très fort, intellectuel et existentiel. Alors pour terminer cet entretien, est-ce que vous voudriez nous livrer quelque chose de Jankélévitch, en particulier vis-à-vis des correspondances musicales qu'il a pu faire résonner en termes de concepts, des choses qui nous aident à mieux vivre? En prenant appui sur de la musique ? Par exemple ? Bon, je vais dire une chose qui est... à chaque fois, que ce soit chez Gabriel Fauré, que ce soit chez Debussy, il est allé sur la question justement de l'ineffable, de l'indicible, etc. Ce qu'il appelle l'apparence disparaissante, ce qu'on peut appeler le je ne sais quoi, le charme, ce qu'il a pensé avec Balthazar Gracian. Voilà, c'est le philosophe qui peut nous permettre de saisir vraiment, mais au travers d'une tasse, je ne sais pas, d'un rien, on peut saisir justement le tout de la vie. Et donc, c'est pas quelqu'un qui dévalue le monde. C'est quelqu'un, au contraire, qui accueille tout ce qui apparaît. Et dans ce phénomène d'apparition, il y voit quelque chose de nécessairement métaphysique, transcendantal, dirait Kant, mais voilà, quelque chose qui immédiatement est essentiel. Donc c'est pas rien. Nietzsche, dans le Zarathustra, dit « Toutes choses veulent être tes médecins ». Bon, Jankélévitch, qui n'est pas un Nietzschéen patenté, mais fondamentalement, c'est quand même une philosophie de l'amor fati, Jankélévitch, parce que un rien, en fait, un rien n'est jamais rien. C'est un presque rien, mais fondamentalement, ça nous ouvre comme ça des mondes infinis. C'est encore un signe. Voilà. Donc, ce philosophe de la pluralité, de la variété, de l'émerveillement du monde, de l'admiration, d'une forme de générosité constante, comme ça, c'est Jankélévitch. Je pense que oui, je pense que ça donne un sentiment à la vie plus heureux. Merci, un très grand merci Cynthia Fleury d'être venue dans Métamorphose pour nous parler du philosophe Jankélévitch, pour une philosophie du mieux vivre. Je rappelle le titre de votre livre, Un été avec Jankélévitch, publié aux éditions des Équateurs Humancis. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt dans Métamorphose.